La magnifique île festive de Koh Phangan, en Thaïlande, est connue pour ses célèbres fêtes de pleine lune sur la plage qui attirent des milliers de touristes chaque mois. Cependant, en 2023, elle a attiré l'attention des gens pour un crime complètement différent et sinistre qui a eu lieu. Le 3 août 2023, vers 6 heures du matin, la tranquillité du petit matin a été perturbée lorsqu'un cri alarmant a percé le silence. Une travailleuse de la décharge locale, le centre de traitement des déchets de Koh Phangan, était tombée sur une vue horrifiante. Au milieu des tas de restes de fêtes jetés, elle a découvert des restes humains dans un sac. Ébranlée, elle a aussitôt alerté son responsable. Ces éboueurs, principalement des immigrants birmans à faible revenu, fouillaient quotidiennement les déchets, espérant trouver des trésors précieux jetés par la société, les touristes et les fêtards, des objets qu'ils pourraient échanger contre de l'argent. Ce qui semblait initialement être de la viande jetée s'est avéré être une hanche humaine. Le directeur a immédiatement contacté la police. En moins d'une heure, une nuée de policiers et de médias a envahi le site. Les restes découverts comprenaient des hanches, des avant-bras, des jambes, des intestins et des parties intimes masculines, tous laissés dans la décharge de Koh Phangan. Lors de l'enquête initiale, il a été déterminé que l'homme était décédé il y a moins de 48 heures, comme l'indiquait la rigidité cadavérique. De plus, le degré de décomposition suggérait la phase fraîche, où le corps semble encore relativement intact, mais a commencé à montrer les premiers signes de décomposition. Les restes étaient ceux d'un homme caucasien, amenant la police à soupçonner qu'il était probablement un touriste visitant l'île pour les célèbres fêtes de pleine lune. Trouver un étranger mort dans une ville ou un pays si fortement dépendant du tourisme est une mauvaise publicité. Et il voulait déterminer ce qui a causé cela et résoudre le crime immédiatement. Il se demandait s'il pouvait localiser la zone ou l'endroit d'où venaient ces déchets particuliers ce matin-là. Le responsable du site de décharge leur a informé que chaque matin, les déchets de toute la Koh Phangan arrivaient sur ce site. C'était une impasse, l'arrêt final. Face à une impasse mais non découragée, la police a attendu une analyse médico-légale et un profil acide désoxyribonucléique pour déterminer qui pourrait être cette personne. Ils ont également examiné les rapports de personnes disparues qui pourraient les orienter dans la bonne direction pour résoudre ce mystère. Avant de continuer, ne manquez pas la conclusion. Il y a une motivation inattendue pour ce crime qui n'était connu que des amis proches de la victime. Et si vous êtes fasciné par les crimes réels bien documentés sous forme de narration, alors n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Anatomie des crimes, cas de crimes réels pour plus de cas intenses du monde entier. Cliquez sur la cloche pour rester informé des notifications. Allons-y. Le lendemain, dans la même décharge, un sac en plastique a été trouvé contenant un t-shirt ensanglanté, un short, des sous-vêtements et un reçu pour des achats dans un supermarché appelé Big Cent. Leur pause inattendue est arrivée le même jour lorsqu'un touriste étranger est entré dans le poste de police de l'île pour signaler la disparition de son ami. Il a dit que son ami Edwin Arrieta, un Colombien de 44 ans et chirurgien plastique, avait été injoignable pendant quelques jours. Les officiers, bien conscients de l'enquête en cours, se regardèrent comme s'ils savaient ce que l'autre pensait. Était-ce une simple coïncidence? Ou les parties du corps trouvées à la décharge pourraient-elles appartenir à cette personne disparue? Alors que l'homme fournissant des informations sur le rapport de personnes disparues s'est identifié, il est devenu clair que ce n'était pas une affaire ordinaire. Daniel Sancho Bruchalo, un chef célèbre de YouTube âgé de 29 ans et fils de 2 acteurs espagnols populaires, était celui qui se tenait devant eux. Daniel était arrivé sur l'île quelques jours plus tôt, le 31 juillet 2023, pour la fête de la pleine lune. Il a dit qu'il avait vu son ami Edwin pour la dernière fois le soir du 3 août. D'après ce récit, la police traitait la disparition d'Edwin comme un incident de personnes disparues distinctes. Les parties du corps qu'ils ont découvertes hier étaient du matin du 3 août, tandis que les rapports de Daniel disaient qu'il avait vu son ami ce soir-là. Avec des milliers de touristes entrant chaque jour sur la petite île, il était très possible que ce soit 2 incidents indépendants ou sans lien, et il devait traiter chaque cas séparément. La police a demandé à Daniel de relater son séjour sur l'île, ce qu'il fit avec plaisir. À son arrivée le 31 juin, il a loué une moto et s'est rendu à l'hôtel Pan Wing Man,
où Edwin avait loué une chambre pour eux avec sa propre carte de crédit. 2 jours plus tard, le 2 août, Edwin est arrivé et Daniel est allé le chercher vers 3 heures de l'après-midi. Il l'a emmené à l'hôtel. Ce soir-là, ils sont allés à la plage ensemble, mais Daniel a perdu de vue Edwin et ne l'a pas revu depuis. Daniel a expliqué qu'il signalait la disparition d'Edwin car il n'était pas en mesure d'établir une communication avec lui, malgré les messages et un message vocal laissé, et en raison du fait que la sœur d'Edwin l'a contacté pour signaler cela à la police, ce que nous examinerons plus en détail dans un instant. Lors de l'interrogatoire, la police a remarqué des marques de griffures suspectes sur les bras de Daniel et a trouvé étrange qu'il ait mis autant de temps à signaler la disparition de son ami. Selon lui, ils ont vérifié les images de vidéosurveillance le long de son itinéraire. Daniel est bien arrivé le 31 juillet à louer une moto et s'est enregistré à l'hôtel Penguin Man. Le logement a été réglé avec la carte de crédit d'Edwin. Maintenant, vous souvenez-vous de ce reçu trouvé à la décharge avec les vêtements ensanglantés mentionnés précédemment? Ces derniers ont été découverts par coïncidence le même jour où Daniel est entré pour signaler une personne disparue. Eh bien, les détectives ont trouvé quelque chose de très intéressant en examinant les images de la vidéosurveillance du supermarché Big Cent au moment où les achats ont été effectués. Le 1er août 2023, la veille de l'arrivée d'Edwin, Daniel a été vu en train d'acheter de l'eau de javel, des agents de nettoyage, des outils de coupe et des sacs poubelles. Ils n'ont pas divulgué cette information à Daniel tout de suite, car ils voulaient établir sa version des événements et garder cet atout dans leur manche pour plus tard. Puis le 2 août, la vidéosurveillance montre Edwin attendant Daniel. Daniel le récupère du quai et avec Edwin assis derrière lui, on voit Daniel conduire la moto, probablement en direction de l'hôtel. Mais au lieu de ramener Edwin à son hôtel, Daniel semblait se diriger dans une direction différente, vers une autre villa à 28 km de l'endroit où Edwin était censé s'enregistrer, appelé le Hat Salad Resort. Les vêtements qu'Edwin portait lorsqu'il était assis derrière Daniel sur la moto étaient les mêmes que ceux retrouvés le 4 août à la décharge. Un autre lien suggérant que Daniel en savait plus que ce qu'il laissait paraître. On n'a plus jamais vu Edwin vivant. Edwin Arrieta était un chirurgien plastique colombien à succès. Selon ses amis, sa carrière était incroyablement importante pour lui et il se rendait fréquemment dans des endroits comme Londres et Buenos Aires. Il aimait l'équitation et une variété de sports. Récemment, il s'était intéressé à un déménagement en Espagne, ce que nous explorerons dans un instant. Edwin était un fils et un frère dévoué et était fier de prendre soin de ses parents et de sa sœur. En fait, c'était sa sœur, la charmante Arrieta, qui a donné l'alerte pour la première fois lorsque Edwin a cessé de répondre à ses messages le 2 août. Inquiète, elle a commencé à appeler certains de ses amis proches et a appris sa relation avec Daniel. Elle a réussi à obtenir le pseudo Instagram de Daniel et lui a rapidement envoyé des messages. Voici quelques-uns des messages échangés entre Darling et Daniel une fois qu'elle a eu accès à son compte Instagram aux alentours du 4 août. À partir de ces messages, vous pouvez voir qu'elle est extrêmement inquiète pour son frère et veut savoir ce qui se passe. Elle est très surprise lorsque Daniel lui dit qu'il a perdu contact avec lui. Elle doute qu'ils aient été ensemble sur une plage et pense qu'il a abandonné son frère. Daniel lui dit qu'ils ont pris des champignons mais qu'il était hors de lui, qu'Edwin pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui et c'est pourquoi il ne lui a pas répondu. Elle trouve cela incroyable et le supplie d'appeler la police. Daniel accepte, lui proposant son numéro WhatsApp, puis lui dit qu'il va prendre une douche avant d'aller parler à la police. Daniel a signalé la disparition d'Edwin ce jour-là. Cependant, en raison de son récit douteux des événements, de ce que les détectives ont trouvé sur les images de la vidéosurveillance, des vêtements ensanglantés correspondant à ceux d'Edwin et des nombreuses égratignures et blessures sur les bras de Daniel, la police l'a arrêté après son récit. Il est spéculé qu'il aurait également pu être informé grâce à la sœur d'Edwin, mais nous y reviendrons plus tard. Le 5 août, la police et l'équipe médico-légale se sont rendus à la villa louée par Daniel. Dans la villa, ils ont découvert de nombreux endroits méticuleusement nettoyés à l'eau de javel. Les responsables de la médecine légale ont recueilli des cheveux, des échantillons d'eau, des taches de graisse et des fragments.
Des traces de sang ont également été découvertes dans la salle de bain. Dans les tuyaux, ils ont découvert des cheveux et des tissus humains. Ces échantillons ont été envoyés pour des tests accélérés dans la province de Yala. Les résultats préliminaires étaient attendus le lendemain, le 6 août. Ils ont également trouvé 80 000 $ en espèces et une chaîne en or. Lorsqu'il a été interrogé, Daniel était en colère et a affirmé qu'il était innocent, insistant sur le fait qu'ils avaient la mauvaise personne et que la police devrait être là-bas à essayer de trouver son ami. Cependant, cette nuit-là, des tests acide désoxyribonucléique du site de décharge ont confirmé que les restes appartenaient à Edwin. Le lendemain, des tests de la villa de location de Daniel ont confirmé la présence de l'acide désoxyribonucléique d'Edwin. La police savait qu'elle avait son coupable. Les détectives ont confronté Daniel avec les preuves reliant les restes trouvés à la décharge et à sa villa à Edwin, lui rappelant les lourdes peines pour avoir menti aux forces de l'ordre. Daniel a craqué et a admis qu'il l'avait fait, mais a prétendu que c'était un accident. Daniel a dit qu'il avait amené Edwin à la villa pour lui parler en personne et rompre leur relation. Il a affirmé avoir déjà essayé, mais Edwin refusait d'écouter. Il pensait que s'il lui parlait face à face, Edwin comprendrait. Cependant, Edwin se désintéressait de la conversation. Au lieu de cela, il voulait initier des rapports sexuels avec Daniel. Se sentant menacé et craignant d'être violé contre son gré, Daniel l'a repoussé. Cela a mis Edwin en colère, qui avait fait tout ce chemin et payait toutes ses dépenses. La bousculade a dégénéré en bagarre, laissant des égratignures sur les bras de Daniel. Dans la lutte, Daniel a frappé Edwin au visage, ce qui l'a fait tomber et perdre connaissance. Pris de panique, Daniel a traîné Edwin jusqu'à la salle de bain, lui aspergeant le visage d'eau, mais il ne se réveillait pas. Sous le choc, Daniel a attendu 1 heure avant de finalement paniquer et de décider de découper Edwin en morceaux. Il lui a fallu près de 3 heures pour achever le démembrement, résultant en environ 14 morceaux de corps. Daniel a ensuite retiré le bassin, le pénis, les 2 jambes et les intestins et les a séparés des autres parties. Cette nuit-là, il a tenté de louer un kayak pour se débarrasser des parties restantes dans la mer. Cependant, le vendeur de kayak ne voulait pas lui louer si tard dans la nuit. Alors Daniel, frustré et en colère, a acheté le kayak pour 1 000 $. Il a ensuite pagayé plusieurs fois pour jeter les parties du corps au milieu de la mer. À 10 heures du soir cette nuit-là, il s'est débarrassé de la tête. À 2 heures du matin le 3 août, il s'est rendu à la décharge et a laissé les restes qui ont été découverts au début de cet épisode. À 6 heures ce matin-là, il a fait un second voyage pour jeter d'autres morceaux à la mer. Fait intéressant, au même moment où il faisait du kayak, des ouvriers ont découvert les parties du corps qu'il avait jetées plus tôt cette nuit-là. Ce jour-là, il est allé à la fête de la pleine lune sur la plage et s'est bien amusé. Finalement, il a encore voyagé à 23 heures, cette nuit-là sur son kayak pour jeter les pièces restantes. Les détectives ont cru à sa version des événements concernant l'élimination des parties du corps d'Edwin, mais n'ont pas cru que le récit de Daniel sur ce qui s'est passé à la villa était simplement un accident. Peut-être qu'en étant honnête sur l'élimination du corps, Daniel pensait que le reste de son histoire semblerait crédible. Mais les détectives ont vu à travers ses mensonges. Ils ne savaient pas qu'il l'avait découvert sur les caméras de surveillance en train d'acheter les objets utilisés pour démembrer et se débarrasser du corps d'Edwin bien avant qu'il n'ait cette prétendue bagarre. De plus, la manière dont Daniel a loué un hôtel séparé loin de l'autre côté de l'île qu'il n'a pas divulgué à la police a emmené Edwin là-bas immédiatement après son arrivée et l'a démembré et jeté en quelques heures à l'aide des outils qu'il avait achetés la veille à dresser un tableau clair d'un meurtre prémédité. En fait, il y avait maintenant des preuves accablantes pour suggérer que ce voyage entier avait été planifié pour une seule raison, attirer et assassiner Edwin Arrieta. Pour des raisons que lui seul connaît vraiment, Daniel avait prévu d'attirer Edwin, de le tuer et de le démembrer, et de quitter le pays avant que quiconque ne s'en rende compte. La police a sa propre version des événements de ce qui s'est passé dans la villa en août-sur-Segon. Après avoir attiré Edwin à Koh Phangan sous le prétexte d'une autre rencontre de vacances,
Daniel a récupéré Edwin comme prévu, mais l'a volontairement emmené dans une autre villa que celle qu'il avait réservée pour son alibi auprès de la police. Là, un Edwin méfiant et fatigué de ses voyages a été frappé à la tête avec un objet contondant, mais étonnamment, cela ne l'a pas immédiatement incapacité. À la surprise de Daniel, Edwin a riposté, se battant courageusement contre l'homme qu'il avait attiré avec son intention malveillante préplanifiée. La lutte qui s'ensuivit pour sa vie laissa des ecchymoses et des égratignures sur Daniel, qui furent vues par la police plus tard. Puis, comme prévu, Daniel a traîné le corps décédé ou inconscient d'Edwin jusqu'à la salle de bain, un lieu choisi pour ses surfaces carrelées et sa facilité de nettoyage. Il a ensuite méthodiquement démembré Edwin en utilisant les outils de coupe qu'il avait achetés la veille. Il a transformé la salle de bain en un abattoir improvisé et a fait de son mieux pour minimiser le désordre et contenir le sang. Après avoir démembré Edwin en 14 morceaux, Daniel a placé les restes dans des sacs poubelles. Il a nettoyé la scène en utilisant les aides au nettoyage et les solutions également achetées la veille. Il voulait jeter tous les restes à la mer cette nuit-là, mais il a sous-estimé la disponibilité du kayak et à quel point il serait difficile de démembrer le torse et les jambes. Il a donc improvisé en achetant le kayak et en jetant les grandes parties directement au centre de traitement des déchets de Koh Phangan, supposant que personne ne se donnerait la peine de fouiller des tas d'ordures dans une décharge. À son insu, les éboueurs fouillent toujours les décombres, et cette macabre découverte a été faite juste quelques heures après qu'il l'ait laissé là. Les voyages de Daniel à la mer étaient également méthodiques. Il pagayait sous le couvert de l'obscurité, tôt le matin ou tard le soir, et suffisamment loin en mer pour s'assurer que les restes seraient dispersés et difficiles à récupérer. Il passait ensuite la nuit dans la villa où il n'avait pas démembré Edwin, et au cas où la police soupçonnerait quelque chose, il n'y avait aucun moyen de trouver un acte répréhensible à son emplacement, après avoir quitté la villa où il avait démembré Edwin, à 9 heures du matin. Le 3 août, il a assisté à la fête de la pleine lune pour célébrer le soulagement d'avoir éliminé un problème dans sa vie, puis un dernier voyage à nouveau à 11 heures du soir, pour se débarrasser des parties restantes, après quoi il croyait avoir couvert toutes ses traces. Cependant, comme la plupart des criminels qui croient avoir déjoué tout le monde, la réalité montrait l'inverse. Les images de vidéosurveillance ont joué un rôle clé dans la résolution du crime en établissant son intention avant même qu'Edwin ne mette les pieds sur l'île. L'élimination et les vêtements qu'Edwin portait lorsqu'il était assis derrière Daniel sur la moto ont établi une séquence claire des événements de ce qui s'est passé. Malgré ses affirmations d'innocence, les détectives savaient qu'ils avaient attrapé un tueur froid et calculateur. Mais alors, pourquoi Daniel signalerait-il la disparition d'Edwin à la police au lieu de quitter l'île tranquillement? Il s'avère que Edwin était incroyablement proche de sa sœur et il s'envoyait plusieurs messages par jour. Darling Arieta donnerait plus tard une interview déchirante à la télévision colombienne, révélant qu'elle avait soupçonné Daniel dès le premier instant. Elle ne connaissait pas personnellement Daniel, alors elle a dû le contacter via Instagram, une connexion qu'elle a obtenue grâce aux amis d'Edwin. Darling se souvient avoir dit aux amis d'Edwin lorsqu'il a cessé de répondre le 2 août, je cite, « Nous sommes inquiets, nous n'avons aucune information ». Elle a alors découvert que le chef espagnol était aussi en Thaïlande avec son frère. Elle lui a demandé directement, je cite, « Que savez-vous de mon frère ?» Sa réponse était glaçante. « Je l'ai perdu de vue à la plage. » Les alarmes de Darling se sont aussitôt déclenchées. Bon Dieu, comment peut-il être un ami et ne pas savoir où il est, pensa-t-elle. Cela l'a fait soupçonner Daniel dès le début. Désespérée, Darling a exhorté Edwin à aller au poste de police signaler sa disparition, selon ses dires. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. J'ai contacté le consul de Colombie. Je lui ai dit d'empêcher cet homme de quitter la Thaïlande car je le soupçonnais, a-t-elle expliqué. Le consul a ensuite alerté les autorités thaïlandaises pour qu'elles soient à l'affût de Daniel, ce qui explique pourquoi la police était si méfiante lorsqu'il est venu signaler la disparition d'Edwin. Malheureusement, le prochain appel que Darling a reçu était un appel auquel elle n'était pas préparée. Elle se souvient du moment, je cite, « Le consul m'a dit qu'ils avaient trouvé un corps. J'ai demandé « Est-ce mon frère ?» Ils sont restés silencieux et à ce moment-là, j'ai su que c'était mon frère. Sa voix s'est brisée et elle n'a pas pu retenir ses larmes.
C'était la persévérance inébranlable et la réflexion rapide de Darling qui ont poussé Daniel à déposer le rapport de personnes disparues. L'information provenant du consulat colombien aux autorités thaïlandaises a assuré que Daniel était sous surveillance, donnant à la police le temps nécessaire pour recueillir plus de preuves. Les résultats d'acide désoxyribonucléique qui sont revenus le 6 août ont confirmé que les parties du corps ensanglantées et les fluides dans la villa louée par Daniel étaient bien ceux d'Edwin. Mais la question brûlante demeure, pourquoi Daniel a-t-il fait ça? L'histoire de Daniel et Edwin a débuté il y a près d'1 an. Edwin a contacté Daniel via Instagram et ils ont commencé à échanger des messages et des appels téléphoniques. Ces interactions sont devenues de plus en plus coquines avec le temps, débouchant sur des images intimes, des rencontres sexuelles et des rendez-vous en Espagne. La relation a dépassé le physique et l'émotionnel. Edwin a même investi 10 000 € car ils avaient l'intention de monter ensemble un restaurant en Espagne. Il a également permis à Daniel d'utiliser sa carte de crédit pour des achats. Cependant, la relation était compliquée. Daniel avait une petite amie, Laura, avec qui il était depuis les 5 dernières années. Ils prévoyaient un mariage en Espagne et en Thaïlande. De plus, malgré leurs diverses rencontres sexuelles, Daniel ne se considérait pas comme homosexuel et voulait mettre fin à sa relation avec Edwin. Mais cela ne convenait pas à Edwin, qui avait investi son temps, son argent et son âme dans cette nouvelle amitié avec son sugar baby, plus d'une décennie plus jeune que lui. Selon Daniel, Edwin ne pouvait pas lâcher prise et menaçait de publier leurs photos et vidéos intimes, ruinant ainsi sa réputation et celle de sa famille. Je dois noter que malgré le fait que Daniel vienne d'une famille de personnes célèbres, la divulgation de ces détails nuirait sans aucun doute également à la réputation d'Edwin en tant que chirurgien plasticien. De plus, il n'y avait aucune preuve suggérant qu'Edwin menaçait de faire un tel geste. Dans une révélation choquante, un ami d'Edwin a affirmé dans une interview qu'Edwin avait prêté à Daniel 900 millions de pesos, soit l'équivalent de 216 000 €, pour ouvrir un restaurant en Espagne. Le restaurant était destiné à eux et ils seraient des partenaires égaux dans son succès. En fait, quelques semaines seulement avant le crime, le père de Daniel avait mentionné à quel point il était fier de son fils d'avoir ouvert et géré 2 restaurants en Espagne. Maintenant, nous savons, au moins en partie, d'où venait ce succès. Il semble que le motif le plus fort pour mettre fin à la vie d'Edwin était que Daniel puisse empocher l'argent et les futurs bénéfices de ce restaurant et se débarrasser d'un problème dans sa vie qui aurait autrement terni sa réputation et celle de sa famille, si le mot était sorti de son sugar daddy secret. De plus, le comportement de Daniel n'a montré aucun signe de remords. Le jour après avoir démembré Edwin et avant son dernier voyage en kayak pour se débarrasser des restes, il a assisté à une fête de pleine lune sur la plage le 3 août. Quelle personne assiste à une fête si elle est en deuil de la perte accidentelle de son cher ami? Dans une interview avec la presse espagnole, Daniel a dit ceci à propos d'Edwin, je cite, « Je suis coupable, mais j'étais l'otage d'Edwin. Il m'a tenu en otage. C'était une cage en verre, mais c'était une cage. Il m'a fait détruire la relation avec ma petite amie, m'a forcé à faire des choses que je n'aurais jamais faites. Il était obsédé par moi, il m'a trompé, il m'a fait croire qu'il voulait faire des affaires avec moi, investir de l'argent dans l'entreprise dont je suis associé, que nous ferions des choses ensemble, mais tout était un mensonge. Tout ce qu'il voulait, c'était moi, pour que je sois son petit ami. » Le 6 août 2023, Daniel a été entouré par des policiers et a fait le tour de l'île de Koh Phangan pour reconstituer le meurtre de son amant colombien de 44 ans, le chirurgien Edwin Arrieta Ortega. Le lundi 7 août, le juge du tribunal provincial de l'île l'a condamné à la détention provisoire jusqu'à son procès. Les procureurs réclamaient la peine de mort contre Daniel Sancho. Mais en août 2020, le roi de Thaïlande a commué la peine de mort en emprisonnement à vie pour une autre affaire où un Espagnol était également impliqué, ouvrant la voie à l'extradition. On s'attend à ce que la même chose arrive à Daniel, malgré la sentence prononcée par les tribunaux. Est-il juste que des ressortissants étrangers commettent des crimes dans d'autres pays, mais soient épargnés par la sentence dans ces pays? Faites-le moi savoir dans les commentaires. En avril 2024, des accusations ont été portées contre Daniel Sancho. Les charges comprenaient le meurtre prémédité, la dissimulation d'un corps et la destruction de documents d'autres personnes.
Sancho a plaidé non coupable pour le meurtre prémédité et la destruction de documents, mais a plaidé coupable pour avoir caché le corps de la victime. Les familles d'Edwin ne veulent pas la peine de mort pour Daniel, mais croient qu'il devrait être puni avec une autre sanction correspondant à la gravité de son crime. La condamnation de Daniel est en attente, et son procès est en cours. Cependant, je partagerai une mise à jour dans notre post de la communauté Anatomie des crimes. Alors assurez-vous de ne jamais manquer une mise à jour en appuyant sur ce bouton d'abonnement et en cliquant sur cette cloche de notification. C'est Victor, merci de regarder.